Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Et Jean-Marie, justement, avant d'aller à la pause, on parlait de ton dernier récit, Je ne t'oublierai pas. Et en lisant ce récit-là, ça me donnait encore plus envie de m'impliquer justement auprès des gens. Et je pense que tu as réussi ton coup avec ce livre-là. Ben, tant mieux. Honnêtement, Amélie, ça fait partie des motivations et des intentions que ce livre-là déclenche chez le lecteur une envie de donner, de s'impliquer, de penser un petit peu moins à soi, de se tourner un peu plus vers les autres. C'est exactement un des buts visés, puis tant mieux. C'est ce que je voulais. Tant mieux. On n'est pas obligé de s'impliquer autant que toi, mais quand même de prendre quelques heures par semaine pour donner à des gens. Dépendamment, on peut trouver une cause qui est proche de ce qu'on aime, de nos passions, en fait, là. Ben, je pense qu'on a tous des causes qui nous touchent. Hein? Il y a des gens pour qui c'est les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Il y en a d'autres, c'est les itinérants. D'autres, c'est les chiens, c'est les enfants maltraités, la pauvreté dans le monde, les animaux en Afrique. Bref, peu importe la cause, on est touché par quelque chose. Et ça peut être quelques heures par semaine, quelques heures par mois, mais une chose est certaine, c'est que c'est juste bon pour soi de faire du bien. Et c'est dans notre nature aussi de faire du bien. C'est dans notre cœur, c'est dans notre réflexe normal d'être humain. On n'aime pas voir de la souffrance dans le monde. Et si on fait rien, c'est là qu'installe peut-être en soi un sentiment d'impuissance et de pitié, puis ça nous déchire, ça fait mal. Mais aussitôt qu'on met en action un processus d'aide, de relation d'aide, une tentative au moins de contribuer à essayer au moins de soulager la souffrance de l'autre, en faisant ça, déjà là c'est extraordinaire. Et non seulement ça nous fait du bien, ça fait du bien aux autres. Puis, quand on commence ce processus-là, ben généralement, c'est enchaîné par un autre. Alors, quand on commence à faire du bénévolat, on n'arrête pas parce que ça nous fait du bien et ça fait du bien aux autres. Et ça, je pense aussi, ça donne un sens. Ça nous donne un sens d'être humain, d'être utile aussi. On se dit, waouh, je ne suis pas ici tout seul sur ma planète juste pour métro, boulot, dodo, manger, dormir, aller aux toilettes, économiser des sous, partir en vacances. Ça fait que tu prends conscience que tu es plus que juste ça. Que tu peux être un frère, une sœur, une main tendue à l'autre. Est-ce que tu as rencontré, toi, des gens il y a quelques années justement qui s'impliquaient beaucoup et qui t'ont donné l'envie de faire ça? Ou? Je pense que d'avoir dans ma famille une tante, tu le sais que je parle de ma tante Cécile dans le livre, qui est peut-être la personne la plus généreuse que je connaisse, la plus humble que je connaisse aussi. C'est une religieuse qui a donné sa vie au complet aux pauvres, aux personnes déshéritées, aux gens qui souffrent, aux personnes en fin de vie. Et elle le fait d'une façon humble et généreuse, là, sans compter les heures. Écoute, c'est probablement la femme la plus heureuse et la plus comblée, la plus généreuse que je connaisse. C'est ma grande inspiration en termes de générosité de cœur. J'ai évidemment des êtres que j'ai pu rencontrer, comme le Dalai Lama, comme même Mathieu Ricard, comme d'autres personnes impliquées dans la société, concrètement aussi impliquées et aussi spirituellement très, très, très riches et évoluées. Mais ma tante Cécile, c'est ma tante, c'est la sœur à mon père. Alors j'ai un modèle proche de moi qui incarne ces valeurs de compassion et de générosité. Donc, oui, je pense que je suis influencé largement par ma tante. Mais clairement, quand tu commences à faire du bénévolat, tu es aussi inspiré et nourri par les gens qui travaillent à Sainte-Justine, qui s'impliquent à la Maison de l'Éclaircie pour les troubles alimentaires, qui sont impliqués comme intervenants, comme orthothérapeutes, comme je sais pas moi, physio auprès des personnes qui ont des handicaps ou des limitations. Alors, veux pas, quand tu commences à faire du bénévolat dans un milieu X, les gens qui gravitent autour de ce milieu-là ou de ces gens-là t'inspirent profondément et tu te dis, wow, ces gens-là, ils font ça à temps plein. Moi, je fais juste ça 2 heures par semaine, tu sais, puis je me sens riche. Alors, je trouve que ces gens-là qui font ça et qui font de leur vie une vie pour les autres sont aussi des modèles. Je parle de façon très impersonnelle. Il y aurait trop de gens à te nommer
Mais toutes les causes impliquées attirent à elles des gens extraordinaires, des gens engagés, des gens qui ont un cœur vraiment, je te dirais, pas surdimensionné, mais des cœurs généreux comme on n'en voit pas beaucoup. Mais une chance qu'ils sont là. Moi, ils me nourrissent. En tout cas, dans ma motivation, ils me nourrissent. Ça en prend encore plus des gens comme ça. Puis des gens comme toi aussi qui s'impliquent auprès des organismes comme ça parce qu'on en a besoin. Oui, puis je pense qu'on est la preuve quand on est porte-parole d'une cause, quand on est bénévole dans un événement, qu'on soit une personnalité, qu'on soit un homme d'affaires, qu'on soit une femme médecin, peu importe, on devient des ambassadeurs, on devient des modèles ou des sources d'exemples comme quoi c'est possible. Oui, tu peux travailler fort, oui, tu peux avoir des enfants puis d'avoir une vie très, très, très chargée, très occupée, mais il y a peut-être la place dans ta vie pour donner un petit peu aux autres, à des gens que tu ne connaisses pas. On s'entend qu'une mère monoparentale de 4 enfants va prioriser son temps pour ses enfants. Alors, une fois que tu t'es levé le matin, tu as préparé ta gang pour l'école, ils ont tous mangé, ils sont prêts, toi tu t'en vas travailler. À la fin de ta journée, tu dois revenir à la maison, passer peut-être à la garderie, chercher un ou deux de tes enfants, tu les ramènes à la maison, le souper, les devoirs, la bouffe, les bains, tout ça, il t'arrive, tu es 9h, il est 8h30, 9h, 10h le soir. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour aller faire du bénévolat ou même aller t'entraîner. Donc clairement, la cause humanitaire principale pour un cas comme cette mère monoparentale, c'est peut-être sa famille, pour commencer. Mais il y en a d'autres familles qui ont peut-être un petit peu plus de structure qui permet justement le bénévolat. Oui, le bénévolat, c'est magique. Moi, je pense que si j'avais à retenir une phrase par rapport au bénévolat, c'est ça. C'est pas payant, mais c'est enrichissant et c'est magique. Et quand je lisais un texte que tu avais donné pour préparer l'entrevue d'aujourd'hui, tu disais que quand les gens prenaient qu'il y avait un cancer ou une grave maladie, ça changeait leur vie à tout jamais, mais qu'on devrait vivre chaque jour de notre vie comme si c'était la dernière ou qu'il nous restait pas beaucoup de jours à vivre. Moi, je pense que c'est la chose la plus difficile, ça, et être dans le moment présent. Quand tu es dans le moment présent, je pense que tu es pleinement présent à ce qui se passe. Tu n'es pas dans l'anticipation d'une chose qui va peut-être arriver demain ou après-demain, puis tu n'es pas dans la culpabilité ou le remords de ce qui s'est passé ou ce que tu aurais dû faire ou ce que tu n'as pas fait il y a 3 semaines ou il y a 5 ans. Alors, dans le moment présent, je pense que c'est là qu'est la spiritualité, c'est là qui est l'abondance, c'est là qui est tout pour être heureux et heureuse. Et effectivement, on dirait que lorsqu'il nous arrive une bad luck, on est dans un accident d'auto, on perd l'usage de nos membres ou qu'on nous annonce qu'il nous reste 3 mois à vivre, eh boy! Là, la vie change. Là, c'est comme si... ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui nous disent « Eh mon Dieu, j'aurais aimé ça savoir ça avant. » Alors, je pense que quand tu côtoies les gens en fin de vie ou des personnes qui ont souffert beaucoup, tu les côtoies de façon très intime, ces gens-là te contaminent peut-être de cette énergie-là, de moment présent, de cette intensité à savourer la vie. C'est comme si on avait un rappel majeur en plein dans ta face que la mort va arriver à un moment donné dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, ça va t'arriver, c'est en train de se passer devant toi. Donc, cette présence de la maladie ou de la mort ou du handicap te ramène à l'essentiel. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est intense, mais mon Dieu que c'est enrichissant et c'est significatif. C'est vraiment intense. Et cette intensité-là, c'est de l'accueillir et de le transférer dans ton quotidien, même quand tu ne côtoies pas la mort ou la maladie. Et c'est ça qui est difficile. Puis, ce qui est difficile, c'est quand tu ramènes ce bagage-là d'intensité chez toi, mais les gens autour de toi sont peut-être pas nécessairement... initiés, hein? Ils sont peut-être pas nécessairement ouverts à se faire brasser comme toi tu l'es. Alors, il faut que tu ajustes ton dimmer, là. Faut pas que tu mettes ça dans le tapis parce qu'ils vont te trouver drôlement fatigant. Ça m'est arrivé d'être fatigant pour du monde. Donc, le défi, c'est quand tu es présent d'une espèce de conscience, c'est d'y aller mollo à ceux qui n'ont peut-être pas cette chance-là de côtoyer des maîtres qui t'enseignent à être plus présent, là. Mais est-ce que tu as réussi justement à éveiller ça chez tes amis, chez tes proches? J'oserais croire que oui, mais je peux pas nécessairement te le dire avec certitude parce que je suis pas dans leur cœur, je suis pas dans leur tête, mais
le feedback que mes amis me font par rapport à mon livre ou par rapport à mon engagement humanitaire est extrêmement positif et enrichissant pour eux. Ils prennent ce qu'ils peuvent recevoir et ils appliquent ce qu'ils peuvent appliquer. Mais c'est au même titre que leur vie peut aussi m'inspirer. Tu sais, j'ai un de mes amis qui travaille en pub, Patrick, il a une petite fille, il fait plein de choses extraordinaires. J'ai un autre de mes amis, François, qui est un coach, il donne la formation dans les entreprises, il est en train de terminer son doctorat. Il m'inspire aussi. Mais c'est clair que sa vie à lui est très significative. Donc, je pense que nos amis, les gens qui sont autour de nous, nous apportent beaucoup. Nous aussi, on apporte aux autres. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on dépose dans le cœur des autres ou dans leur tête. Mais clairement, j'ose espérer que mes proches sont peut-être inspirés ou sont nourris de certains aspects de ma vie. Mais je suis pas toujours conscient. Je pense que je suis encore trop dans l'action et je suis encore trop conscient du travail qu'il me reste à faire. Bien humblement. Ah là, oui? Ah, mon Dieu, oui. Eh boy, j'en ai du travail à faire pour me libérer de mes toxines mentales, de mon ego, du travail que j'ai à faire pour être encore plus humain, plus généreux, moins centré sur moi. Oh mon Dieu, c'est bol. Il y a de la job. Mais moi je trouvais bien dans le récit, je ne t'oublierai pas, c'est qu'aussi tu t'es ouvert beaucoup aux lecteurs en nous racontant justement ta dépendance aux femmes. Et la maudite Faut le dépendance. faire quand même parce que... Ouais. Pourquoi? Ben pour s'ouvrir comme ça, en fait, à la planète, à tous les Québécois. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est trop facile de regarder ce livre-là. Mettons qu'on enlève le chapitre de la dépendance, OK? Puis là, on regarde tous les autres chapitres. Je rends hommage à des enfants que j'ai accompagnés, aux défis sportifs, à Jean-Pierre Chiasson, ma tante Cécile, puis tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire d'extraordinaire. Les gens vont dire, « Hey, mon Dieu, quel être exceptionnel! Il est parfait, il est extraordinaire, ça se peut pas. On veut tous un fils comme lui, on veut tous un chum comme lui. C'est tellement wow! » Ben, attends une minute. Là, on va rétablir un peu, là. Je suis pas parfait, j'ai mes zones d'ombre, j'ai mes démons, j'ai mes souffrances. En voici un petit extrait. Alors voici, tu sais, je pense que de parler de mes dépendances, de la dépendance affective, de la dépendance auprès des femmes, ben, je pense que c'est important. Et c'est drôle, hein, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis que le livre est sorti, pour toutes sortes de raisons. Oui, parce que ça les touche, oui, parce que ça les inspire, pour bien des raisons, mais aussi parce que je me dévoile, je parle de la dépendance affective, et ça vient chercher beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette espèce de souffrance-là, et peut-être encore plus aujourd'hui, puisque on a devant soi un ordinateur avec un écran et qui nous donne accès à des sites de rencontres, à des Facebook, à des Twitter, où on est à un clic de souris d'envoyer des dizaines de messages d'amour, des messages de « je veux sortir avec toi », des messages que j'aimerais ça te rencontrer. C'est tellement facile d'avoir cette surabondance de possibilités de rencontrer qu'on peut facilement s'y perdre. Moi, j'ai vécu cette espèce de perdition-là d'avoir accès à beaucoup de relations, beaucoup de femmes, beaucoup de possibilités d'amour, et je me suis perdu là-dedans. Donc, et si moindrement que tu as une fragilité relationnelle ou émotionnelle à l'intérieur de toi, ben c'est un peu comme un alcoolique qui rentre à la SAQ. Là. Il y en a-tu? Il y en a-tu des bouteilles? Il y en a-tu le choix? T'sais, donc, je pense que comme un pharmacien qui serait un toxicomane, il peut-tu s'en prescrire de la drogue? Ben oui. Alors, moi, je pense que j'avais accès à ça, mais j'avais surtout une blessure profonde à l'intérieur qui avait besoin d'être entendue, qui avait besoin d'être soignée, puis une chance que je suis allé chercher de l'aide, une chance que j'ai fait une démarche parce que je ne serais pas ici pour t'en parler aujourd'hui, là. Et je pense que justement, tu le disais, ça a éveillé la conscience de beaucoup de gens, et les gens qui pensent ou qui sont dépendants affectifs, ben peut-être que ça peut justement sonner une cloche puis aller peut-être chercher de l'aide. Oui, puis ils se disent, si Jean-Marie en a parlé dans son livre, c'est peut-être pas si grave que ça, dans le fond, c'est peut-être correct, c'est pas la fin du monde, on n'est pas des bébites à mettre dans la cage, là. Effectivement, on peut aller chercher. Puis raison de plus d'aller chercher de l'aide parce que si on fait rien, on peut faire du tort, on peut faire du ravage à beaucoup de gens. Donc, oui, c'est important de le faire, ça, cette espèce de coming out-là, d'en parler. Puis, tu sais, quand tu t'assumes, tu sais, quand tu sais qui tu es, quand j'assume tout ce que je suis, autant dans mes beaux aspects, dans mes
je sais pas moi, dans les beaux accomplissements, dans mes belles réussites, je suis aussi capable de te parler de mes fragilités, puis ça fait que j'ai rien à cacher. Donc, tu m'invites à ton émission de radio ou que quelqu'un d'autre m'invite à la télé, ben oui, je vais en parler. Je l'assume à 100%. Donc, quand tu assumes à 100% tout ce que tu es, dans tes zones d'ombre comme dans les zones de lumière, il n'y a personne qui peut te prendre les culottes à terre et dire « Ah, je savais que tu cachais quelque chose. » Ben non, je le cache pas, je l'ai dit. Tu es en paix avec tout. Ben oui, tout à fait, puis je l'assume à 100%. Ben merci Jean-Marie, on se reparle dans les prochains instants avec tes livres coup de cœur. D'accord.